Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être là encore ce soir. Mais merci d'être encore là après une journée qui a été assez dense. J'ai pu assister qu'à l'après-midi, mais c'était vraiment extrêmement intéressant. Bravo pour cette initiative. On est vraiment dans une façon de faire, de s'intéresser au droit qui fait plaisir, en tous les cas, qui me fait plaisir à moi, constructive et proche de la réalité. Alors, en effet, je voudrais vous dire quelques mots de ce thème des villes intelligentes, des smart cities. C'est, je crois, bien dans la ligne des réflexions d'aujourd'hui. On est bien dans des pratiques d'innovation, et on est bien dans des pratiques d'innovation qui soulèvent ici et là des problèmes juridiques, qui en soulèveront bien d'autres encore. Je n'en décèle qu'une partie, je n'en repère qu'une partie, vous en avez sans doute d'autres en tête, mais on en trouvera d'autres sur notre chemin. Alors, le sujet n'est pas facile à aborder, il vous désoriente sans doute pour beaucoup d'entre vous, il est un peu déconcertant. Pourquoi? Parce qu'il est en quelque sorte un sujet récent. Il est un sujet récent, il est un sujet au début de son développement. C'est ça que je crois. C'est-à-dire que je vais expliquer ce que je crois être ce que l'on met sous cette étiquette de ville intelligente, et c'est vraiment naissant, c'est à la genèse, peut-être spécialement dans le cas français, et donc on ne perçoit pas encore très exactement à quoi ça correspond concrètement. En outre, des confusions tout à fait excusables sont faites. J'y reviendrai. À titre d'exemple, il y a des cénacles politico-économiques très importants qui s'intéressent au sujet actuellement et qui font un aimable mélange entre les smart cities et les villes durables, les sustainable cities. Je reviendrai sur ce sujet. Je crois qu'il faut distinguer les deux choses, même si je vais expliquer dans un instant que les préoccupations environnementales sont probablement l'un des moteurs principaux de ce que l'on peut mettre sous l'étiquette de Smart Cities. Alors, j'ajouterai en préliminaire encore ceci. Donc, c'est une réalité émergente, spécialement chez nous. Il faut chercher les expériences. Alors, elles existent, mais vous n'en avez pas nécessairement sous les yeux. Elles sont un peu à Nice, elles sont un peu à Lyon, elles sont dans des endroits déterminés et un peu pionniers. Je reprendrai l'exemple de Nice dans un instant. Il faut aller les chercher. Et la description qui en est donnée, j'ajouterai encore ceci, la description qui en est donnée dans la presse, ici et là, et quelquefois, c'est le moins qu'on puisse dire, un petit peu flou, voire un petit peu vaseuse. Donc, je fais simplement cette mise en garde. Moi, j'ai l'impression de voir très bien de quoi il s'agit, mais je comprends très bien que quand on me dit, bon, ça veut dire, c'est juste un slogan. Alors, je veux dire comment je le comprends, parce qu'il me semble que ça correspond bien à quelque chose de concret et en développement. Alors, il s'agit de quoi, concrètement? Bon, nous avons des villes qui fonctionnent beaucoup en s'appuyant sur une infrastructure. Bon, nous savons ça, plus ou moins concrètement. Quelquefois, nous ne mesurons pas à quel point nos villes, le fonctionnement de nos villes est déterminé par l'infrastructure qui les architecture. Mais notamment parce qu'elle est beaucoup en dessous de nous, donc on la voit pas. On ne se rend pas compte à quel point elle est importante. Et alors, il se passe ceci, il se passe que la technique avance. On a eu des témoignages aujourd'hui abondamment. Et ce qui avance, c'est à la fois la technique, ne demandez pas trop de détails sur de la distribution d'eau, la distribution électrique, mais c'est aussi le développement absolument exponentiel des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et alors, les phénomènes qui sont en jeu aujourd'hui, donc infrastructure, nouvelles technologies de l'information et de la communication, les phénomènes qui sont en jeu sont au moins au début, parce qu'après ça se devient
quelque chose de plus large, je crois. Au moins, au début, c'est tout simplement ceci. On est dans la ville que vous voudrez, elle peut s'appeler Songdo, c'est quelque part en Corée du Sud, et c'est un modèle particulièrement décrit, modèle de référence du sujet dont je suis en train de parler. Alors on fait une nouvelle ville, et on se dit, mais on a les moyens de la faire fonctionner d'une manière un peu systémique, en interconnectant tous les segments d'infrastructure qu'elle recèle, dans le but essentiel, principal, de la rendre durable, de la rendre économe en énergie. Alors, j'aurais dû éviter le mot durable, parce que je ne sais pas trop ce que c'est, mais de la rendre tout simplement économe en énergie, d'abord. C'est-à-dire que c'est une ville dans laquelle, lorsqu'elle commencera à être habitée, ce n'est pas encore tout à fait le cas, ou peut-être partiellement, dans laquelle, eh bien, on pourra commander à distance ses volets, son climatiseur, je ne sais pas quoi, où ils fonctionneront automatiquement en s'adaptant à la température qu'il fait, au changement du climat, etc. Par exemple, des choses comme ça, tout à fait élémentaires. Mais à distance, et dans quelque chose qui est d'ordre systémique. Et puis, ça c'est le volet économie d'énergie. Et puis il y en a un autre qui se greffe dessus tout de suite, qui est le volet transport, mobilité. Pourquoi ? Parce que nos villes, naturellement, abritent de la mobilité, des équipements de transport, des flux de transport innombrables, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, et tout ça, on possède de plus en plus le moyen de le surveiller et de le faire fonctionner, peut-être je m'aventure un peu, de manière systémique. C'est-à-dire, on est parfaitement capable aujourd'hui, je vais être très concret, ça existe peut-être à Bordeaux, j'en sais rien, dans d'autres pays ça existe, on est parfaitement capable de mettre à votre disposition, sur votre iPhone, un service qui vous permet à un moment donné de savoir par quels moyens, autobus, tramway, vos pieds, voitures, etc., vous arriverez le plus vite à votre rendez-vous que vous avez prévu dans une demi-heure à l'autre bout de la ville. Et ça, parce que, je vais y revenir tout à l'heure, parce que on possède des flux d'informations, des stocks d'informations, et que l'on est capable de les gérer ensemble, de les mettre en système. La ville intelligente, ça commence avec ça. Ça commence avec ces deux éléments surtout. Des technologies empruntant aux technologies contemporaines de l'information et de la communication qui permettent de gérer de manière systémique des éléments classiques de l'infrastructure de la ville, comme les transports et la question des économies d'énergie. Alors, ensuite, il s'agit de savoir plus précisément où ça va et puis quel problème juridique cela pose. Moi, je le comprends, pour encore une fois m'intéresser au sujet depuis quelque temps, pas depuis très très longtemps, je comprends, pour avoir fait un certain nombre de lectures, pas juridiques, hein, parce que j'en ai pas trouvé, en tous les cas, pas en langue française et très très peu en anglais en vérité. Moi, je comprends les choses comme ceci. La ville intelligente, c'est un certain état de fonctionnement des infrastructures de la ville. J'y reviens, ce sera mon premier point. Ensuite, c'est un certain état de la ville en tant qu'elle est le lieu, un certain état, je vais jargonner, informationnel de la ville, dans lequel un statut de la ville dans lequel se produit l'information, elle circule, elle est réutilisée, mais de manière massive, pour produire un certain nombre de services. Et enfin, je crois que au débouché de tout ça, la ville intelligente, c'est un certain état de la gouvernance de la ville. C'est-à-dire, c'est potentiellement quelque chose qui pourra transformer, qui peut-être transforme déjà nos rapports de citoyens à la ville et la gouvernance de la ville. Voilà les 3 points sur lesquels je voudrais vous donner vous livrer quelques idées, et en essayant donc au passage de déceler, c'est pas toujours facile,
les problèmes juridiques qui sont sur le chemin. Bon. L'idée, cette idée, ce mouvement, je ne sais pas comment caractériser ça, développement des villes intelligentes, affecte d'abord les infrastructures de la ville. C'est ce dont je suis parti, j'y reviens d'un mot. C'est-à-dire que ce qui est en jeu, c'est la possibilité, de façon croissante, de faire fonctionner en système, d'interconnecter les éléments de l'infrastructure de la ville pour leur faire produire ensemble des services nouveaux. Dans un colloque que nous avons organisé il y a quelque temps, sur ce thème-là, nous avons entendu des praticiens très intéressants sur le sujet, et Orange, Veolia et quelques autres qui trempent dans ces affaires de ville intelligente. Et l'un d'eux faisait la description suivante, que j'ai trouvée assez convaincante. Il dit, aujourd'hui, les infrastructures de la ville fonctionnent en silo, elles fonctionnent de manière distincte, de manière, on va dire, largement séparée. L'infrastructure routière, l'infrastructure électrique, l'infrastructure de distribution d'eau et d'assainissement, tout ça est largement juxtaposé. C'est juxtaposé. C'est juxtaposé pour des raisons diverses, dont certaines sont purement et simplement pratiques et historiques. C'est-à-dire ça apparaît à divers moments de la ville. Et donc ça se juxtapose, ça s'ajoute, et c'est pas géré par les mêmes services. Lorsque c'est délégué, c'est pas délégué aux mêmes personnes, et ça ne fonctionne pas ensemble de manière systémique. Les nouvelles technologies d'information et de communication permettent de plus en plus de faire marcher tout cela ensemble, en faisant circuler de l'information d'un élément de l'infrastructure de la ville à l'autre. Je reviendrai à cet aspect d'information. Donc, ce qui est très capital pour comprendre cette idée de ville intelligente, c'est que les systèmes de la ville intelligente permettent de façon croissante de faire marcher ensemble les infrastructures de circulation, les infrastructures électriques, les infrastructures de distribution électrique, de distribution d'eau, etc., etc. Les infrastructures de réseau câblé, ça va sans dire, etc. De les faire fonctionner ensemble, de les faire fonctionner de manière systémique. En les faisant fonctionner de manière systémique, on crée d'ailleurs de nouvelles fonctions, de nouveaux services, voyez, de nouveaux services. Lorsque vous mettez ensemble les infrastructures qui vous renseignent sur les flux de circulation, la pollution de la ville, la température qu'il fait ici et là, et le chauffage urbain, vous créez une nouvelle fonction qui est de pilotage à distance du chauffage dans les segments de la ville. Vous créez une nouvelle fonction. Donc, c'est pas simplement une interconnexion neutre, c'est aussi la création de nouvelles fonctions. Voilà la première chose que je comprends. Pour prendre l'exemple de Nice, alors Nice a commencé à développer, c'est encore une fois moins élaboré apparemment chez nous que dans d'autres systèmes, mais cela vient. Par exemple, à Nice, qui est une ville pionnière, enfin très intéressée par ça depuis toujours, qu'est-ce qu'on trouve? Des choses qui sont un peu triviales, un peu bébêtes, mais dont on voit bien qu'elles sont potentiellement un enrichissement du fonctionnement technique des villes. Voilà, au moins on peut le dire comme ça. Par exemple, à Nice, sur votre smartphone, vous pouvez savoir où sont les places de parking disponibles dans les parcs de stationnement de la ville. À Nice, il y a dans les poubelles, ou du moins dans certains quartiers, des capteurs qui préviennent les services de la mairie de ce que telle ou telle poubelle est presque pleine et que donc il faut se dépêcher de venir la vider. À Nice, les lampadaires qui assurent l'éclairage public sont assortis de capteurs qui surveillent la luminosité et donc tout simplement modulent l'éclairage en fonction de la luminosité ambiante. Dans d'autres villes, j'ai vu cet exemple aussi, c'est
On va, par exemple, faire fonctionner l'éclairage public la nuit lorsque les capteurs, je reviendrai sur cette question des capteurs qui était essentielle, je crois, repèrent qu'il y a des gens qui passent. Voilà. L'éclairage s'allume et il s'éteint selon qu'il y a des personnes. À Nice, je reviens à Nice, et il y a un boulevard sur lequel un système a été créé, qui est un système que la ville appelle de réalité augmentée. C'est un peu prétentieux comme appellation, mais le service, il est tout simplement le suivant. En pointant son smartphone sur les cinémas, les restaurants, etc., que l'on trouve sur ce boulevard, eh bien, on a les menus des restaurants, le programme des cinémas, les horaires des cinémas, etc. Voilà. C'est ça. La ville intelligente, ça commence. Alors, ça se constitue à partir de choses comme ça, qui sont des services créés à partir d'une interconnexion intelligente des éléments de l'infrastructure de la ville. Au passage, vous voyez, infrastructure publique et infrastructure privée, c'est peut-être intéressant de se dire ça aussi, j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir. Alors, bien entendu, on voit tout de suite que, voilà, si, comme moi, vous voyez à peu près de quoi il s'agit, vous concevez immédiatement que des problèmes divers apparaîtront, et y compris des problèmes juridiques, des problèmes. Je commence par quelques-uns qui sont non juridiques, qui me paraissent assez importants. Des problèmes de compatibilité. Comment faire fonctionner ensemble des éléments d'infrastructure de la ville qui sont construits historiquement sur des bases différentes, sur des bases techniques, selon des principes, selon des codages, selon des habitudes qui sont différentes. Dans certains cas, c'est apparemment extraordinairement difficile. On peut gager que tout cela, quand ça va se développer, ça sera l'objet de compétitions économiques et politiques qui pourront être extrêmement sérieuses. D'abord, vous avez des prédateurs, enfin pourquoi les dire prédateurs, des entreprises plus ou moins importantes, plus ou moins grandes, qui guident ce marché pour fournir des systèmes. Hein? Le premier à s'être lancé, c'est IBM. Et c'est IBM, puis c'est Siemens, puis c'est Cisco. Alors maintenant, c'est plein d'autres. Hein. C'est ici, c'est Orange, etc., etc. Parce qu'ils voient bien qu'il y a un potentiel de développement économique extrêmement important. Là, il y aura une compétition très, très lourde. Mais il y en a une autre qui est moins évidente, qui est la suivante. C'est que tout ça fonctionne à partir de réseaux. En s'appuyant sur des réseaux. Vous avez bien compris. Sur des réseaux. Lesquels? Et je dirais, lesquels gagneront la partie? Parce que je peux vous dire, pour en avoir discuté, par exemple, avec des gens d'Orange ou avec des gens de Veolia, justement ce colloque que j'évoquais tout à l'heure, chacun d'entre eux est plus ou moins convaincu, alors les gens d'EDF sont sur le coup aussi, est plus ou moins convaincu qu'il a entre les mains le réseau le plus apte à être le principal support des systèmes de la ville intelligente. C'est-à-dire, l'électricien va vous dire, ah, mais c'est moi qui suis le plus connecté. Alors le distributeur d'eau va dire, non, c'est moi. Donc c'est sur moi qu'il faut s'appuyer. Pour que les réseaux de la ville intelligente, ils doivent reposer sur moi, puisque moi, je suis le plus diffusé partout. Vous voyez. Là, il y a une compétition très, très lourde qui va se préparer. Derrière cette compétition, il y a, on pourra en reparler éventuellement, un problème de qui va piloter tout ça. J'y reviendrai peut-être un mot tout à l'heure. Qui va piloter tout ça? Est-ce que c'est la commune ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Donc, alors, des problèmes de compétition, des problèmes de modèle économique qui sont très évidents, parce que tous ces gens-là, quand on parle avec eux, vous expliquent que, oui, on voit bien techniquement ce qu'on peut faire. D'ailleurs, nos ingénieurs sont sous les starting blocks, ils pourront vous développer tous les services que vous voudrez de la ville intelligente, mais à part ça, pour le montage économique, c'est-à-dire qui finance quoi, qui paye, etc., alors là, on est puissamment désemparé. On tombera nécessairement sur des problèmes juridiques. Je ne les repère pas tous, mais loin de là. Il y en a qui sont très évidents et qui préoccupent d'ores et déjà les acteurs dont j'ai parlé.
Ce sont des problèmes qui tiennent au régime des contrats publics. Parce que, voilà, on se dit la chose suivante, quelquefois on le pratique sans doute à Nice et ailleurs, on va donc vraisemblablement les communes, ceux qui sont en charge des villes, l'intercommunalité, je ne sais pas qui, vont confier des services nouveaux, assez complexes, à quelqu'un, enfin à des opérateurs. Bon. Est-ce que ça rentre bien dans les clous du droit des marchés publics, des délégations de services publics, tout ce que vous voudrez? Moyennement. Pas trop facilement. Hein. D'abord parce que innovation et marché public, ça marche coup-ci, coup-ça, pour des raisons que peut-être vous connaissez sûrement si vous avez travaillé un peu sur le droit des marchés publics. Ça marche pas trop bien. Et l'Europe réfléchit aux façons de mieux adapter le droit des marchés publics à l'innovation. L'un des problèmes, c'est que lorsqu'on mélange marché public et innovation, il y en a facilement un qui se fait avoir, c'est l'innovateur, parce que c'est difficile d'organiser les choses de façon à ce qu'il ne fasse pas cadeau de ces innovations à tout le monde. On tire le profit. Si vous voulez, on pourra détailler ça techniquement. Et puis il y a un autre obstacle qu'on va voir venir, c'est que dans ces services de la ville intelligente, ils sont, ou ils seront de plus en plus des services, des fonctions un peu complexes. Hein, c'est pas une petite tâche déterminée, mais c'est plutôt, je vais vous confier la gestion systémique d'un nouveau quartier que j'ai construit et qui est un quartier de type Songdo. Oui, mais ça, c'est pas très facile à faire rentrer dans le droit des marchés publics tel qu'il existe, qui exige en principe de segmenter, d'allotir, n'est-ce pas, de segmenter les fonctions, et qui rend difficile d'attribuer des tâches globales. Donc on aura des problèmes juridiques, au moins du registre du droit des contrats publics. Voilà pour le premier point. Il y a un deuxième étage, qui est l'étage informationnel. Je me demande s'il n'est pas plus important encore que le précédent. C'est-à-dire que dans le fonctionnement de la ville intelligente, si je comprends ce que c'est, il y a sans doute des infrastructures matérielles, des réseaux, etc., qui sont de plus en plus interconnectés, mais il y a aussi, et peut-être même surtout, la création de données, la création massive de données, la circulation, l'interconnexion, l'utilisation, la réutilisation de ces données. Très trivialement, j'ai progressé dans la compréhension de ce que c'est que la ville intelligente le jour où j'ai compris que la ville intelligente de demain, c'est d'innombrables capteurs installés partout, sur tous les éléments de l'infrastructure de la ville, publique et peut-être même privée. D'innombrables capteurs qui recueillent de l'information sur tout un tas de choses. La température, le fait que votre fenêtre est ouverte ou pas, le nombre de voitures qui circulent à un endroit donné, la pollution de l'air, l'état de luminosité, j'en passe et des meilleurs. L'heure à laquelle le dernier métro est passé, l'heure à laquelle, où se trouve le prochain, etc. D'innombrables données. Et n'oublions pas que, je m'inquiète un peu, je parle devant des gens sûrement plus savants que moi, mais enfin, je crois avoir compris que les technologies de l'information, production, stockage de l'information, elles et circulation et utilisation de l'information, des données, elles se développent à une vitesse incroyable. On lit quelquefois des chiffres étonnants sur la capacité de stockage qui s'accroît dans des proportions qui sont complètement hallucinantes. Et donc, la ville intelligente dont je parle, elle est une ville dans laquelle se recueillent constamment d'innombrables données sur tout un tas de choses qui concernent la vie sociale, technique, physique, moins physique de l'ensemble urbain. Et ces données, elles sont stockées et utilisées. Elles sont le support possible de nouvelles fonctions. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est parce qu'on recueille
des données ici et là, qu'on peut vous dire demain sur votre smartphone quel est le meilleur moyen de circulation, de transport à utiliser pour vous rendre à votre rendez-vous dans une demi-heure à l'autre bout de la ville. C'est parce qu'on a recueilli toutes sortes de données, qu'on recueille constamment toutes sortes de données, qu'on sait les mettre ensemble et qu'on a construit dessus un service. Alors, j'ajoute enfin, je crois que vous avez parlé Big Data, je ne sais pas si vous avez évoqué le phénomène Open Data qui est un peu apparenté. La ville intelligente, c'est une ville qui produit des quantités d'informations, de données considérables, et l'on retrouve l'open data, c'est-à-dire l'habitude heureuse prise par un certain nombre de collectivités aujourd'hui. Bah, chez nous, c'est en train plus ou moins de se généraliser, je crois, hein, bon, que de rendre disponibles leurs données, hein, de les rendre disponibles, de les ouvrir. Alors, les ouvrir, je ne quitte pas le sujet, les ouvrir pas seulement pour nous faire plaisir, parce que on va savoir à quelle heure le musée de la ville ouvre, mais aussi parce que les données rendues disponibles sur les systèmes d'open data peuvent être le support, peuvent être le moyen de générer des fonctions, de créer des services. De créer des services. Okay. Vous mettez, j'emprunte cet exemple, enfin cet exemple est nantais, je crois, vous mettez sur votre open data à la disposition tout un tas d'informations que vos innombrables capteurs ont récoltées sur la circulation dans la ville et sur les bâtiments publics, etc. Et vous permettez, l'exemple est tout à fait authentique, vous permettez à une association qui se préoccupe du sort des handicapés dans les villes de construire un service informatique, un logiciel, quoi, un système informatique de guidage des handicapés dans la ville. Vous avez permis de constituer un service privé. La ville intelligente, c'est un nouvel état informationnel de la ville. Alors, bien entendu, à la clé des problèmes, et y compris des problèmes juridiques. Il y a des problèmes pas trop juridiques, mais qu'on sent bien tout de suite, comme la fracture numérique. Hein, c'est bien la ville intelligente telle que je viens d'essayer de vous la décrire, mais ça profite qu'à ceux qui savent utiliser les techniques contemporaines d'information et de communication, qui en disposent, etc. Ça, c'est un problème qui n'est pas trop juridique, il est plutôt socio-politique, celui-là. Mais il y a des problèmes d'avantage juridique qui sont absolument évidents. Ceux auxquels on pense peut-être le plus spontanément sont des problèmes tenant à la protection de la vie privée. Hein, ils existent indiscutablement, parce que la ville intelligente, la ville de Songdo, c'est une ville dans laquelle le grand système recueille des informations, pas seulement dans la rue, mais aussi dans votre appartement, en fait, etc. Bon. Et puis tout ça est connecté au système de vidéosurveillance, tout ce que vous voudrez. Il y a évidemment des problèmes qui ont trait à la protection de la vie privée. Je dirais d'ailleurs plus largement tout un tas de questions juridiques ayant trait au statut des données, la réutilisation, tout ce qui était évoqué tout à l'heure, le cryptage, je ne sais pas quoi, enfin toutes ces questions qui ont trait au statut des données, bien entendu, se posent de manière importante dans ce cadre-là où des données sont produites, circulent et sont utilisées de manière massive. Mais si cela c'est très important, tout ce qui a trait au secret divers et tout ce que vous voudrez, il ne faut pas oublier un aspect plus économique devant lequel les villes intelligentes vont se trouver, comme d'ailleurs, de manière générale, l'économie des données aujourd'hui. C'est un problème de valeur économique des données, de valeur économique de l'information, très, très délicat. Tout à l'heure, on disait les logiciels, ça ne peut pas se breveter, hein, c'est un problème parent.
Et les systèmes de la ville nouvelle, ben, ils sont des logiciels, sauf erreur de ma part, oui, en tous les cas, beaucoup ressemblent à ça, donc je ne sais pas. Mais il y a plus que ça. Aujourd'hui, des voix très importantes s'élèvent. Vous avez peut-être lu comme moi, il y a eu quelques ouvrages, articles dans les Échos, Le Monde ces derniers temps, un peu retentissants sur le sujet, des grands experts mondiaux venant dire nous sommes dans une société qui fonctionne de plus en plus sur des stocks formidables de données, qui produit de la valeur avec ça. Or, nous ne sommes pas au clair du tout avec certaines questions fondamentales, comme celle de la propriété des données. Nous ne sommes pas au clair avec la question de la valorisation des données. Comment pourrions-nous l'être, puisque nous ne sommes pas au clair avec la question de la propriété des données. Donc, quelque part, j'imagine, des problèmes de propriété intellectuelle dont je ne suis pas un expert, mais je vois bien leurs difficultés. Donc, des problèmes juridiques sans aucun doute extrêmement aigus. Mais on en a la trace déjà. Je veux dire, demander à un délégataire de service public aujourd'hui et à son interlocuteur dans la collectivité délégante, demandez-leur ce qu'ils pensent de la propriété des fichiers de la délégation de service public. Demandez ça à un distributeur d'eau et à la ville qui lui a délégué la distribution d'eau. Vous allez entendre, les deux vont revendiquer la propriété des fichiers. Les deux, en fait. C'est un problème qui existe déjà, mais il est accru exponentiellement dans les schémas de ville intelligente. Alors, enfin, si ce que j'ai un peu une façon de briquet de broc et parfois allusive, c'est ce que j'ai essayé de vous décrire comme étant la ville intelligente, si ça existe bien, ailleurs que dans mes fantasmes et ceux de quelques personnes qui plaident, qui vendent cette marchandise, qui quelquefois d'ailleurs de manière tout à fait intéressée. Donc, si ça existe bien, je crois, ça pose des problèmes d'un troisième niveau, ça pose à terme des problèmes d'un autre niveau, qui sont du niveau de la gouvernance de la ville. C'est-à-dire, voilà comment je les perçois. La ville intelligente, ainsi définie comme reposant sur une interconnexion des infrastructures, un fonctionnement systémique des infrastructures, et aussi, et peut-être plus encore, sur la production, l'utilisation de stocks formidables de données concernant le fonctionnement de la ville, et de données mises à la disposition des utilisateurs de la ville, des citoyens. Si tout ça existe bien, si tout ça se développe bien, alors je crois qu'inexorablement, cela transforme les rapports entre les citoyens et la ville, les autorités en charge de la ville, parce que, d'une certaine manière, ça les rééquilibre, ça les rend plus symétriques et plus circulaires. Plus nous sommes informés, je dirais même plus, dans un système d'open data bien fait, non seulement nous sommes informés, mais nous le sommes autant que les autorités publiques. Et ça, croyez-moi, c'est neuf. Parce que le rapport de pouvoir sur lequel nos sociétés historiquement sont fondées, il est très, très largement articulé sur une dissymétrie d'informations. Il y a les autorités publiques qui savent, qui entassent du savoir depuis l'époque où les envoyés du roi allaient dans les villes se renseigner sur les propriétés pour établir des impôts. Il existe un stock formidable d'informations qui nous sont que très très partiellement ouverts. Mais aujourd'hui, plus ça va, plus ils le sont. Nous sommes informés. Et nous sommes informés et nous recevons des informations qui sont assorties de fonctions qui nous permettent d'utiliser la ville un peu tout seul, sans être obligé d'être aidé par les autorités qui sont en charge de la ville, et même éventuellement de développer nos propres services. Parce que les systèmes informatiques qui aident à la circulation, à la mobilité dans la ville, bon, il y en a qui sont développés par les villes, mais rien ne vous empêche, vous, d'en développer en utilisant les données. Vous savez,
la RATP, par exemple, j'imagine que d'autres compagnies de transport le font aussi, la RATP met de plus en plus de données à disposition. On peut les réutiliser, on peut les capter et les réutiliser pour créer des services. Alors, si ce mouvement existe bien et s'il se développe, moi je crois qu'il en résulte quelque chose d'important sur le fonctionnement de la ville, une sorte de rééquilibrage des rapports, quelque chose qui rend les rapports entre les citoyens et l'autorité publique plus circulaires, plus égaux, plus circulaires. C'est très... Si c'est vrai, c'est très neuf, à mes yeux plutôt bienvenu. Alors, naturellement, des problèmes là aussi, des possibles écueils, des difficultés à la clé. L'une d'entre elles assez apparente, mais peut-être il ne faut pas l'exagérer, je ne sais pas, c'est que si ce schéma que je me suis efforcé de décrire existe bien, se développe, n'est-ce pas? Il y a quelque part, on voit un risque de Big Brother, n'est-ce pas? On se voit bien installé dans quelque chose qui nous connaît par tous les bouts, auquel on participe, mais parce qu'on y participe, on est un peu captif. C'est peut-être pas totalement sympathique, alors qu'actuellement, nous profitons, les sociologues ont très bien décrit ça depuis longtemps, la ville, c'est cet endroit où on peut être tranquille, où on peut être relativement anonyme. Je sais pas. Dans la ville intelligente du futur, je ne sais pas si c'est aussi vrai que dans celle du passé. Vous voyez, c'est une bonne question qu'on peut se poser. Elle est juridico-politique. Je crois aussi sur un plan plus juridique, plus strictement juridique, celui-là, que si le mouvement que j'ai décrit, qui fait que la ville mettant à la disposition des citoyens des stocks d'informations fonctionnelles de plus en plus nombreuses, leur permet de développer des services, alors il en résulte nécessairement un flou ou un flou supplémentaire dans la distribution des rôles entre les autorités publiques et le privé, le secteur privé. Vous voyez, l'exemple que je prenais tout à l'heure de cette association qui se préoccupe des handicapés, qui développe à partir de l'Open Data de Nantes un système informatique de guidage. Il y a quelque temps, on aurait dit, ça c'est une tâche de service public authentique et caractéristique, et on aurait attendu que ce soit la collectivité qui le développe. Là, pas du tout, c'est une association qui, de sa propre volonté, la crée. Alors, sans doute, il y a quelque chose qui se joue dans un développement peut-être plus libre, plus spontané d'activités d'intérêt général par des entités privées. Je ne suis pas très sûr de ça, mais je me pose au moins la question. Donc, voilà les idées que je voulais vous livrer. Vous avez le droit de penser que j'ai fantasmé pendant trop longtemps devant vous et que tout ça n'existe pas. Moi, je suis assez convaincu de le voir comme ça émerger autour de nous et je me suis bien promis, quoi que vous en pensiez, je me suis bien promis de continuer à travailler sur le sujet pendant assez longtemps. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame. Merci beaucoup pour votre intervention, pour vos travaux dans ce domaine de l'édition en ce qui concerne Open Data. Me semble-t-il pas que l'édition capitale, comme vous avez dit dans votre article, c'est-à-dire la gratuité des données ouvertes, est-ce que vous pensez que cette question doit être déjà tranchée après la signature par la France de la charte des données ouvertes du G8 en 2016? Et donc ça veut dire que la gratuité de ces données, ça veut dire que ça tombe vraiment dans le domaine public, et donc la propriété de ces données, ça ne peut pas
j'espère que c'est résolu et dans le sens que vous dites. Alors, il y a un débat qui est un débat pas facile parce que certains viennent dire tous ces stocks de données qui sont mis à la disposition des citoyens, ils ont été constitués avec les impôts des citoyens, etc. Il faut pas les donner gratuitement et surtout que parfois ces données vont être utilisées pour créer des services marchands. Bon. La réponse qui a été donnée, je crois exacte, est que il y a là dans les stocks de données et leur utilisation, les stocks de données publiques, pardon, et leur utilisation potentielle pour créer de nouvelles fonctions, de nouveaux services, il y a un potentiel économique très considérable, l'une des rares réserves importantes de développement économique que nos économies recèlent, et donc il faut absolument le libérer. La France n'a pas complètement, je crois, mais enfin ça me semble être en bonne voie, fait son choix. L'État a décidé pour lui la gratuité de ce qu'il met à disposition sur Etalab, que bon, coup-ci, coup-ça, mais enfin, ça vient doucement, et l'État a posé un principe clair et net de gratuité. La question se pose encore, je crois, au niveau des collectivités territoriales. Et j'espère bien, je crois d'ailleurs qu'il faudrait que la loi s'en mêle un jour ou l'autre, j'espère bien qu'un principe de gratuité absolue sera utilisé. Et de gratuité, de mise à disposition des informations, avec la possibilité de les réutiliser explicitement, c'est-à-dire sous des formats qui sont réutilisables, quitte à éventuellement, ça c'est un sujet qu'on pourrait discuter, quitte à éventuellement poser certaines conditions. Par exemple, respecter l'intégrité de certaines informations quand on les réutilise. Non, le problème n'est pas totalement simple. Il ne suffit pas de dire je mets toutes les informations que je détiens, sauf celles qui sont couvertes par le secret de la défense nationale, etc., à la disposition de qui veut. C'est dans un format utilisable par n'importe qui, y compris pour créer un nouveau système informatique, etc. Et allez-y. Et si vous créez du business avec ça, tant mieux. C'est pas tout à fait aussi simple que ça. Il y a parfois au moins des problèmes d'intégrité, de protection des données, de tri des données personnelles, enfin, qui peuvent se poser. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. J'ai appris plein de choses. Moi, j'ai travaillé il y a quelques années sur un sujet assez proche de celui-là, mais à une échelle beaucoup plus modeste, qui était celui de la domotique, de l'Internet des objets, des applications finalement très liées aux données à caractère personnel. Il y a deux éléments qui m'avaient semblé importants à l'époque et qui me semblent toujours importants dans la problématique des villes intelligentes et que je n'ai pas entendu tout de suite. Alors, un qui est un tout petit peu hors sujet, mais néanmoins il a son importance, c'est la problématique santé publique. Toutes ces choses-là, ça capte et ça communique et ça met en commun des données via des communications électromagnétiques. Et pour le moment, on n'est pas toujours pas certain de l'innocuité de la multiplication de ces communications dans l'air ambiant. Donc ça pose aussi la question du développement pour l'avenir de ces systèmes-là. La seconde, qui est certainement la plus intéressante des deux, elle est liée à un problème à la fois juridique et surtout technologique, qui est que ce qui permet à ces villes intelligentes de fonctionner, comme ce qui permet à l'Internet des objets de fonctionner, ce sont des données, c'est la mise en relation de ces données via des réseaux, et c'est surtout l'entente d'un nombre important d'acteurs sur la manière dont ces données vont être codées. Et au niveau de cette entente, qui va avoir des répercussions à la fois sur la qualité des données en elles-mêmes et sur le mode de fonctionnement des réseaux, on est à un croisement à l'heure actuelle. Les batailles européennes qui se livrent aujourd'hui sur l'architecture de l'Internet, par exemple, et tout ce qui a été écrit et travaillé sur l'architecture IPv6, les risques en matière de différenciation selon les acteurs de l'Internet, ce sera vrai aussi sur ces objets-là,
Alors à l'époque, sur l'Internet des objets, le Conseil général des technologies de l'information, qui maintenant s'est rajouté un peu, je vais l'environnement aussi tout au bout, avait mené un travail très intéressant. C'était un rapport qu'avaient publié Françoise Bourg et Jean-Pierre Dupuis, qui mettait en valeur, derrière ces phénomènes de codage et donc d'entente sur qu'est-ce qu'on va mettre dans ce code, hein, sur quelle base on va accepter de communiquer, puisque l'intérêt c'est de faire communiquer des réseaux de données qui sont différents au départ, des risques économiques et des risques géopolitiques extrêmement importants. Dans l'Internet des objets, c'était très visible, puisque pour le moment, le consortium qui a la main sur le codage, hein, qui va permettre l'Internet des objets, c'est un consortium d'acteurs purement privés. Et ça ne signifie pas rien quand même, hein, en termes de propriété. Alors après, l'État peut toujours partir sur l'idée belle, et on est un peu au milieu des fleurs bleues et du Blue Sky Research, hein, là, je vais mettre à disposition toutes mes datas de manière gratuite, etc. N'empêche que ce qui va permettre leur fonctionnement collaboratif à ces données, ce sont pour le moment des codages, hein, qui sont sous la main d'acteurs privés. Je peux qu'être d'accord sur les deux points, absolument. Simplement, je voudrais relever un point spécialement important dans ce que vous avez dit, qui est le fait que la discipline de toutes ces choses-là relève très largement d'acteurs privés. Ça, c'est vrai. On sait bien que Internet se régule largement au travers d'institutions et de mécanismes privés, ICANN et quelques... Alors un peu américain aussi. Ouais, un peu américain. Attends, Marie-Thérèse, attends le micro, s'il te plaît. Ah bon, donc n'attends pas le micro. S'il vous plaît, j'aurais voulu une explication sur le fait que l'innovateur dans le marché public fait cadeau finalement de son idée. Il y a eu quelques progrès dans les réformes récentes où on peut s'écarter de ce demande d'acheteur public. Il y a un risque parce que les membres de la commission seraient de l'appel d'offres ne seraient pas tenus au secret des affaires commerciales. Oui, alors, les gens d'entreprise sont assez rêveurs sur ces projets et considèrent que ça les protège pas bien. Le problème principal étant que lorsque vous proposez quelque chose de nouveau, vous êtes obligé de le mettre sur la table, d'en faire profiter les autres, ou bien pire encore, on vous empêche pour des raisons de concurrence de mettre en œuvre ensuite ce que vous avez conçu. Bon, alors voilà, les entreprises disent ça reste malgré tout encore un peu comme ça. C'est une question qui n'est pas liée à la technologie, mais vous aviez des contributions avant sur la globalisation, possibilité de globalisation de droits. Et du coup, vu qu'on parle à propos de big data et de open source et tout, est-ce que vous pensez que ça peut influencer sur ce mouvement Je ne sais pas s'il y a un lien direct. La question qu'on peut certainement se poser, c'est est-ce que l'open data peut rester atomisé, c'est-à-dire chaque ville ayant son petit open data. Ça ne marche déjà plus comme ça tout à fait chez nous, puisqu'un certain nombre de villes françaises se sont associées pour mettre plus ou moins en commun leurs open data. On voit qu'il y a une certaine logique un peu à regrouper. Alors, est-ce que ça peut être au niveau carrément international? Je ne suis pas très certain. Mais bon, pourquoi pas? T'en es un peu plus fort. C'est bon? Vous avez parlé de la mise en système des infrastructures. Est-ce que vous ne pensez pas, vous qui avez étudié le sujet, qu'il pourrait y avoir un risque dans la mise en système trop poussée de tous ces réseaux, mais que s'il y en a un qui ne fonctionne pas, mais ça influence les autres? Est-ce que du coup, la juxtaposition des réseaux n'a pas parfois un avantage dans
termes de fonctionnement, qui fait qu'il y a quand même un qui ne marche pas, ça ne passe pas sur les autres, etc. Ça, c'est une question qu'il faudrait poser à un ingénieur. Mais je crois qu'il trouverait la question un peu naïve et qui vous répondrait, oh, ça, on sait très 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 bien gérer. Mais franchement, franchement, je ne sais pas du tout comment ça s'interconnecte concrètement. Techniquement, ça, je ne sais pas du tout. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, en fait, donc, peut-être pour être un peu simpliste, il y a des capteurs. Qui est-ce qui installe ces capteurs? C'est la collectivité publique. Alors, ou c'est tout le monde, enfin tout le monde potentiellement, à la fois la collectivité publique et des opérateurs privés. Il y a un enjeu. Non, qui pilote, voilà, du côté de la question, qui pilote le système? Il y a un vrai enjeu. Parce que j'ai décrit tout ça un peu en supposant que tout ça se développait du côté public de la ville. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, parce que un quartier intelligent, par exemple, ça peut être tout simplement une grande opération immobilière privée dans laquelle on met tous les systèmes informatiques que l'on veut. C'est pas parfaitement possible. Ensuite, des données sur le fonctionnement de la ville, eh bien, il y en a qui sont possédées par des acteurs privés à un niveau extrêmement important. Au colloque que nous avons organisé, il y avait la vice-présidente de la COURLI, de la communauté urbaine de Lyon, qui est en charge de ces questions-là, qui nous a expliqué qu'à Lyon, ils avaient mis en place pour un quartier donné, je crois, une sorte de grand partenariat public-privé dans lequel ils ont des acteurs publics et puis un certain nombre d'entreprises, et que tout ce monde-là avait mis ou était en train de mettre en commun ces données. Eh bien, mettre en commun ces données pour créer des services, du genre de ce que j'évoquais tout à l'heure. On n'est pas dans quelque chose qui est nécessairement purement public. Alors, en même temps, est-ce qu'on peut imaginer que tout cela, voilà, c'est infrastructures liées avec production de grands stocks d'informations qui génèrent des fonctions d'intérêt général, est-ce que tout ça peut se développer sans un pilotage public? Ça me paraît relativement peu concevable. Mais je me dis que ce pilotage public, il faudra le décider à un moment ou à un autre. Il faudra en faire le choix. Alors après, bon, moi je ne suis pas spécialiste du droit des contrats publics, mais j'imagine là, par rapport à l'exemple que tu donnes, mettons, on dit, bon mais voilà, on fait dans un quartier donné de la ville, on met en place finalement une mise en commun des données qui sont collectées par des opérateurs privés, bon, je suppose divers et variés, et des opérateurs publics. Donc ça veut dire qu'en termes de... ça doit se contractualiser, ça. Ça passe par un contrat, mais ça, du coup, ça peut être ni, pour le peu que je m'y connaisse, ni un marché public, ni une délégation de service public, ni une concession de service public, puisqu'il y a une espèce de forme de, enfin, une espèce d'échange synalagmatique de données. Donc, on n'est ni dans la définition du marché public, ni dans la définition de la DSP. Je dis des bêtises. Non, on va certainement être un peu encombré. Dans le cas lyonnais, si j'ai bien compris, on a créé une structure de droit privé. On a créé une structure de droit privé dans laquelle se retrouvent donc la COURLI, j'imagine la mairie de Lyon, et puis un certain nombre d'acteurs privés. Alors on n'a plus le problème concession, délégation de services publics. C'est-à-dire quand tu dis on a créé une structure, on a créé une personne juridique. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris. Cela mériterait d'être... Mais c'est intéressant aussi parce que même, alors encore une fois, par rapport à la jurisprudence de la Cour de justice, justement sur les, tu sais, sur les communautés les regroupements de collectivités locales, ça pose quand même des difficultés, au moins en termes d'obligation de mise en concurrence, etc., au moment où on crée cette infrastructure-là. Ça en posera sans aucune espèce de doute, et il faudra sans doute innover dans la loi. Et dans le registre contractuel, j'ajouterai ceci. Il y a un problème que j'ai entendu
posé dans un autre colloque. Je ne suis pas sûr qu'il existe vraiment, mais enfin, le poser n'est pas absurde non plus. Si vous ouvrez donc des grands stocks de données sur votre open data local, et si des acteurs privés, lucratifs ou non, viennent développer des services du genre de celui que j'évoquais tout à l'heure. Bon, plein de services d'aide à la mobilité, de je sais pas quoi, d'aide aux touristes pour découvrir la ville, etc., etc. Est-ce que cela se développe sans aucun lien avec la collectivité d'où viennent les informations, ou bien est-ce qu'il y a un lien juridique quelconque? Est-ce qu'il y a une sorte, est-ce qu'il y a une habilitation quelconque, un contrôle, je ne sais pas quoi, une délégation de service public ou je ne sais quoi? Je sais que dans quel cas il faudrait le faire entrer. Ou est-ce qu'il y a carrément rien du tout? C'est une question qui a été posée. Elle n'est pas complètement illégitime. Mon premier réflexe serait de dire, ah ben écoutez, rentrons pas dans ces considérations. Justement, on est en train de créer de la liberté. Ne mettons pas des contraintes, mais bon, c'est peut-être pas aussi clair que ça. Parce que quand même, tu as, enfin au début, enfin à un moment, pardon, tu as dit aussi, bon, il ne faut pas que la collectivité publique vende cela, mais d'une certaine manière, par rapport à l'idée, alors je crois toujours à la mode un peu de valorisation du domaine public, etc., on est bien quand même on serait, pardon, dans la valorisation de la propriété publique immatérielle. Puisque finalement, enfin, je vais prendre une comparaison d'une trivialité effrayante, mais c'est comme la terrasse de café sur le trottoir, ou comme les activités de prostitution en Allemagne. Certaines collectivités voudraient, d'ailleurs font payer. Vous utilisez nos données pour développer des activités commerciales, des activités lucratives, vous allez payer. Et encore une fois, c'est un choix minoritaire et marginal. Vous avez raison, c'est pas sans lien avec la question de la propriété, mais même s'il n'y a pas propriété, moi je détiens les informations, moi collectivité, je détiens les informations, peut-être j'en suis propriétaire, peut-être j'en suis pas propriétaire, ça les juristes en discutent, mais je décide de les mettre à disposition, de ne pas les mettre à disposition. Et le jour où je les mets à disposition, je me pose la question de savoir si celui qui va faire de l'argent avec ça, il ne peut pas m'en donner un petit peu à mes contribuables. Voilà, la question demeure. Bon, je ne connais pas ces données d'appropriation ou non de l'information, mais en revanche, on peut dire au minimum que si les données sont collectées par la collectivité publique, c'est un service que, voilà, tu vois que... Et néanmoins, poser la question en termes de propriété des données, ça peut biaiser en partie le débat, d'une part parce que c'est l'importation d'un certain nombre de réflexions doctrinales qui nous viennent du monde anglo-saxon. Donc là, pour le coup, la question de la propriété des données se pose dans ces termes-là. C'est pas du tout transposable en l'état, me semble-t-il, dans le français. Et puis, disons que penser en ces termes-là et mettre en regard de la question de la propriété la vocation à la liberté, qui est louable si on pense service public, etc., c'est faire l'impasse sur le fait que, typiquement, une ville met à disposition, Nantes met à disposition les données qui vont permettre de créer l'application pour les handicapés, très bien. C'est fait par une association, il me semble, très bien. Mais l'application pour fonctionner, il va falloir que l'association en question, elle conclue un contrat avec Apple, par exemple. Et là, Apple, il ne fait pas cadeau de ces contrats. Nécessairement, à un moment ou à un autre, on va avoir une question économique importante. Donc, simplement, faire l'impasse sur la réflexion, sur la structuration juridique dès le départ, c'est s'exposer à plus tard ne plus avoir les moyens de régler un problème qui de toute façon va arriver. Je ne pense pas qu'on va, au travers de ces mécanismes-là, avec la meilleure volonté du monde, arriver à un nombre de partage absolument égalitaire d'informations
Ne serait-ce que parce que technologiquement, il y a un investissement trop important pour les bateaux. On peut qu'être d'accord. La question reste malgré tout ouverte. Enfin, le mouvement est dans le sens de... Le mouvement en général, et même mondial, est dans le sens de la gratuité. Voilà. Oui, juste un élément sur les modèles économiques, effectivement, pour en avoir discuté avec les collectivités, leur calcul il est extrêmement simple. Il est de dire, de toute façon, ces données, j'ai payé pour les établir et je continue à payer pour les avoir. Donc mon calcul, il est basique, je les mets à disposition et j'espère qu'il va y avoir des entreprises qui vont les utiliser et j'espère que comme ce sont des données locales, les entreprises qui vont les utiliser vont être des entreprises locales. En gros, le calcul, il est celui-là, basiquement. Alors bien entendu, effectivement, il y a d'autres, sur le papier, on pourrait dire, il y a des Polonais qui prennent des données de Bordeaux, qui font un service, qui vont revendre à Bordeaux. En pratique, c'est quand même pas très vrai, parce qu'il y a des spécificités locales. Donc en fait, aujourd'hui, le calcul, c'est celui-là, basiquement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ne se posent pas la question. En fait, leur objectif, c'est globalement de dire, de toute façon, je paye et j'ai payé, donc si ne serait-ce qu'il y a une entreprise qui se crée, de toute façon, c'est mieux que s'il n'y en a pas. Voilà. Et ensuite, de toute façon, après, ils rentrent dans un cycle plus vaste de libéralisation des données, qui est mondial, je dirais. Donc, en fait, ils ne se posent pas la question en l'écart comme ça. C'est vraiment... Juste une nuance à ce que vous avez dit. Je crois que historiquement, la collecte de toutes ces données publiques innombrables a eu un coût important. Je crois que ce coût est décroissant. Il est décroissant et il continuera à décroître vertigineusement dans les systèmes auxquels j'ai fait allusion. Sans peut-être trop abuser de la patience de nos amis, est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ville durable, ville intelligente, à la fois comment tu vois la distinction et comment tu vois les liens entre les deux? Alors, moi je perçois ceci. Au fond, la ville intelligente se place dans le sillage de la ville durable. Certainement, la preuve, c'est que, comme je l'ai dit, les premiers systèmes empruntant la ville intelligente, au fond, ils sont typiquement liés à l'idée de ville durable, puisqu'ils sont essentiellement des systèmes visant aux économies d'énergie. Bon. Mais il me semble que ça va au-delà. Et cependant, on observe une chose, c'est que au plus haut niveau, la confusion est faite. Par exemple, il existe je ne suis pas sûr de retrouver les cycles et les noms exactement, une initiative nationale, je crois que c'est Vivapolis ou quelque chose comme ça, ça s'appelle comme ça, une initiative nationale qui relie le ministère du Commerce extérieur et un certain nombre de très grandes entreprises françaises qui s'efforcent de vendre à l'international ce qui serait un modèle français de gestion ultramoderne des villes. Et typiquement, ce projet-là mêle les deux idées. L'idée de la ville durable, donc la ville économe en énergie, et l'idée de la ville intelligente, c'est-à-dire avec des systèmes d'interconnexion du type de ce dont j'ai parlé. Il y a une confusion terminologique constante. Et pourtant, je crois qu'il faut distinguer les choses. Enfin, c'est vrai qu'en même temps, en disant ça, je me dis, le concept de ville durable est lui-même un concept tellement... parce que ce que je viens de dire recèle l'idée que ville durable, ce serait ville axée sur les problèmes environnementaux, mais en fait, ça va bien au-delà. Le concept de ville durable, il est souvent conçu comme impliquant tous les aspects de la ville, y compris la citoyenneté, la participation, les aspects très politiques de la ville. Donc, on est dans des domaines où la terminologie est un peu flottante, c'est clair. Bien. Eh bien, on peut une nouvelle fois te remercier pour cette
entrer dans le monde juridique des villes intelligentes. Merci beaucoup Jean-Bernard.